Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast de l'agence Goodness. Goodness est une agence de marketing digital. Nous allons parler aujourd'hui d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, pour la refonte d'un site ou pour la création d'un site web. Nous allons développer toutes les phases de cette AMO avec Bertrand. Bertrand, bonjour. Bonjour, bien. Comment vas-tu ce matin? Plutôt bien. Ouais. Avant de commencer cet entretien avec Bertrand, je vous précise de suite que nous avons créé un e-book et que vous pourrez trouver tout le contenu que nous allons développer ici dans cette interview, dans cet e-book à télécharger juste en dessous sur le lien sur le site de goodness.fr. N'hésitez pas à vous abonner à notre page et à liker cette vidéo. Dis-moi, est-ce que tu pourrais, pour nos amis, te présenter rapidement? Ouais. Tout à fait, donc je m'appelle Bertrand Delplat, je suis consultant associé chez Goodness et effectivement je suis plus en charge des projets d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création ou la refonte de sites web. Et puis je suis aussi en charge des projets liés de près ou de loin au CRM HubSpot avec qui nous sommes partenaires. Oui, donc alors, il y aura bien sûr les liens en dessous là, de la vidéo. Nous allons commencer tout de suite le sujet de l'AMO et tu as créé un e-book pour ça qui sera disponible aussi dans les liens dans les vidéos. On va retrouver de finaliser effectivement. Voilà, où il y aura également toutes les étapes qu'on pourra retrouver pour bien gérer son projet de création web, avec ou sans AMO d'ailleurs, mais voilà, c'est tout le sujet, la gestion en tant que chef de projet sur la création de site. D'accord. Alors moi, bien sûr, je l'ai parcouru, cet e-book, je ne dirais pas que je le connais par cœur, mais presque. Et alors, il y a une petite notion là pour juste s'échauffer qui m'a intéressé. Tu parles de la méthode dite du cousin. Qu'est-ce que c'est que cette méthode dite du cousin? C'est la figure qu'on utilise généralement pour essayer de faire passer le message comme quoi il ne faut pas confier la création de son site à n'importe qui. On peut avoir le réflexe de dire c'est mon premier site ou je vais le confier à quelqu'un que je connais, qui a déjà fait un petit plugin, un petit template HubSpot, un petit site WordPress qui s'y connaît en informatique, et puis ça va être simple, ça va être facile. Donc c'est pas si simple en fait, et on risque de se retrouver avec un résultat qui va être un peu contre-productif, qui peut même nuire un petit peu à l'image de votre marque, qui va pas convertir, qui va être difficile à entretenir. Vous allez être obligé certainement de le refaire assez rapidement, puis finalement le temps et l'argent que vous pensiez gagner, vous pourriez le perdre. Donc c'est ça, le cousin, j'en ai rien contre votre cousin, mais c'est l'idée, quoi. C'est de dire, en fait, la création d'un site web, c'est pas une chose si simple que ça, mais c'est un très bel outil, c'est un très bon outil qui peut vous accompagner pendant de longues années. S'il est bien fait dès le début, c'est quelque chose avec lequel vous allez pouvoir travailler, somme toute, assez longtemps. Est-ce qu'on peut dire, puisque là tu viens de dire dès le début, est-ce qu'on peut dire qu'encore actuellement, la création du premier site web est toujours très délicate et qu'on retrouve des gens qui sont obligés de le refaire assez rapidement? Ça peut. Il y a ça. Il y a un autre point qui est important dans la frustration des gens par rapport à la création de sites, la création de sites, c'est le fait d'avoir été mal accompagné en fait. Et ils vont se retrouver, il y a des gens, donc il y a pas mal de gens qui viennent nous voir en disant j'ai mon site mais je suis dans une impasse, il peut plus évoluer, je peux plus créer de nouveaux contenus, je suis pas autonome dessus, et puis la relation avec mon agence elle est compliquée, ou même des fois elle est complètement rompue. Je suis contraint là, de changer de site alors que je voulais pas obligatoirement le faire. Mais donc voilà, il y a ça aussi. Et oui, alors pour ce qui est de la création du premier site, il peut y avoir aussi le fait de se retrouver dans un projet complexe en fait, dont on ne se doutait pas de la complexité, et une certaine frustration par rapport à ça, on va souvent déjà arriver avec cet état d'esprit malheureusement. Ouais, et là, on est un peu perdu. Un peu perdu dans ce... Alors, tu as défini dans ton e-book, je rappelle, qui sera téléchargeable
dans les liens que vous avez en dessous de cette vidéo. Alors, il y a 3 grandes phases dans une AMO, dans une refonte de site. Quelles sont-elles? Et tu peux un peu nous décrire chaque phase? Alors nous, on a l'habitude, effectivement, on peut même dire qu'il y en a presque 4, mais les 3 principales, en fait, ça serait donc une phase d'audit, une phase de spécification du périmètre fonctionnel et une phase de suivi, de réalisation. Quand on commence un projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage, il faut savoir ce dont on parle. Avant même de proposer, de préconiser, on va étudier l'existant. Donc on va faire un audit fonctionnel et technique, on va se pencher sur qu'est-ce qu'on a, comment ça fonctionne, quelle est l'arborescence actuelle, quels sont les outils déjà qui communiquent avec le site, parce qu'il faut savoir que dans ce type de projet, on parle beaucoup du site web, mais le site web, c'est pas une fin en soi. Il s'intègre dans un écosystème tout à fait global. Donc il est important de le rappeler. On va étudier tout ça. On va étudier la performance du site actuel. Donc, on va faire du SEO, de la recherche de mots-clés. On va regarder quelles sont les pages les plus vues, qui sont le public. Alors voilà, on s'intéresse déjà au public côté SEO, mais on va aller un peu plus loin aussi. Alors, on peut même aller beaucoup plus loin selon la taille du projet, puisqu'on va pouvoir faire des études de UX pour savoir véritablement, effectivement, qui sont les gens qui utilisent le site, comment ils l'utilisent, quels sont les biais, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer. Donc on va demander aux utilisateurs, on va demander à l'équipe projet côté client, on va faire des benchmarks, enfin on peut faire des benchmarks pour savoir comment ça marche chez la concurrence, les bons et mauvais côtés. Sur des sites complexes, on va même s'intéresser à des fonctionnalités spécifiques. Si on prend un site par exemple de promotion immobilière, on va voir comment fonctionne leur moteur de recherche de biens, les formulaires d'évaluation, des estimations. Ouais. Donc il y a plusieurs études qui sont possibles à ce moment-là. Je pense aussi au fait qu'on va s'intéresser à la stratégie éditoriale. On va même pouvoir commencer dès cette phase d'audit à former les équipes pour leur futur travail de rédaction. Et donc ça, généralement, cette phase-là, qui est complexe, qui fait intervenir pas mal d'acteurs, il y a des interviews du client aussi, de différentes équipes techniques, équipes marketing, etc., et de direction. Et ça se conclut par un rapport et une soutenance. Et sachant qu'on a parlé, donc on s'est beaucoup intéressé à l'existant, mais à ce moment-là se dessinent déjà les grandes lignes de ce que sera le futur site, les grandes fonctionnalités dont on a besoin, et on a même des ébauches d'arborescence à ce stade du projet. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que comme il y a plusieurs métiers qui rentrent en ligne de compte, le SEO, l'audit technique, la stratégie éditoriale, on peut avoir des propositions d'arborescence différentes qui vont se confronter. Et ça, en soi, c'est intéressant. Et donc, tout ce travail qui est proposé, fait en phase d'audit, va être récupéré lors de la phase suivante, qui est celle de la définition du périmètre fonctionnel. Donc là, on va récupérer tout ça, et puis on va l'agréger, le but étant d'arriver à une documentation précise de ce que sera le futur site. On va essayer d'être le plus précis possible maintenant. Donc on va travailler avec un outil qui s'appelle le référentiel des exigences, qui est un document dans lequel on va retrouver la description, cette fois-ci complète, de ce que sera l'arborescence, la liste des templates, c'est-à-dire des différents types de pages qu'on aura sur le futur site, et surtout une liste exhaustive des fonctionnalités. Ça se fait, alors c'est proposé par l'AMO, et après c'est discuté pendant des ateliers conséquents. Le but étant d'arriver à des compromis, en fait. À des compromis pour quand même obtenir une liste exhaustive et complète des fonctionnalités. Donc chaque fonctionnalité est décrite et puis commentée
Et on va parler un peu de tout à ce moment-là. Donc on va effectivement décrire précisément l'arborescence. Qui est l'arborescence, pour ceux qui ont le vocable, c'est le menu du site, hein, et la façon dont les pages vont s'organiser. C'est ça. C'est le menu du site. Déjà, effectivement, ça c'est la partie un peu visible de l'arborescence, mais l'arborescence continue aussi parce qu'il y a des pages qui sont accessibles au travers des pages elles-mêmes ou d'autres fonctionnalités. Mais oui, effectivement, le plus important et ce sur le quoi il va y avoir le plus de discussions, c'est ce fameux menu principal. Et puis voilà. Et donc dans cette liste de fonctionnalités, on va aborder aussi alors on va parler du fonctionnement des pages elles-mêmes. Hein. Qu'est-ce que je veux sur ma page d'accueil, quels vont être les différents modules, mais on va aussi dire quels vont être les noms de domaine, qu'est-ce que je veux pour la sécurité du site. Au niveau du design, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une charte graphique? Quels sont les mots-clés? On va commencer à parler des mots-clés. On va parler des personas aussi. Oui, à qui on s'adresse. Voilà. Généralement qui sont bien étudiés pendant la phase d'audit. Et là, on va les remettre un petit peu au centre. Donc un persona, pour les gens qui n'auraient pas le vocabulaire, c'est la cible. Hein, on décrit un personnage qu'on appelle un persona, qui va permettre de définir une cible, et on s'adresse à une personne et on la personnifie avec un prénom, des caractéristiques communes, mais en même temps aussi des caractéristiques marketing. Et on va essayer en général de s'adresser à notre persona principal. Et donc voilà, on va travailler jusqu'à avoir ce document finalisé. Alors après, ça peut prendre des tournures différentes en fonction des projets, mais à partir du moment où on a cette liste de fonctionnalités un peu complète, l'AMO est capable de fournir un préchiffrage. Donc, ça c'est important. C'est-à-dire que on va pouvoir dire, créer toutes ces fonctionnalités-là. Nous, on sait quels sont les profils qui vont intervenir. On a ce qu'on appelle des rate cards différentes, des coûts d'agence différentes dans lesquelles on s'adresse à une agence, si on veut caricaturer, parisienne, de province ou des développeurs indépendants. Et en fonction de ça, on va pouvoir dire, le site devrait coûter à peu près tant. Et donc là, surprise, un choix, ou alors, non, c'est trop cher. Et à ce moment-là, on retravaille le référentiel pour dire, cette fonctionnalité-là, je la passe en niveau 2, ou je l'abandonne, ou je la simplifie, etc. Donc ça, c'est une possibilité. Et puis, à partir du moment où on s'est mis d'accord, on va pouvoir réaliser, généralement, on commence par les zonings. Donc les zonings ou wireframe, en fil de fer, comme on les appelle, en fait, qui vont être des vues schématisées des futures pages, des pages principales, des templates qu'on a déterminés dans le référentiel. Et donc défini avec différentes zones, on voit l'image principale, le menu, on définit des zones. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas d'image ou de. Non, il n'y a pas d'image. C'est-à-dire qu'on positionne les différents éléments dans la page. Donc il y a quand même déjà un premier travail d'UI, de réflexion sur l'interface. Bien sûr. D'autant plus que si on a fait une étude UX en audit, généralement l'étude UX continue aussi en phase de spécification, parce que comme on fait des zonings qui sont interactifs, où on va simuler en fait les fonctionnalités en plus que juste les représenter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir naviguer, on va pouvoir faire marcher les formulaires, on va pouvoir simuler la gestion de mon compte, etc. Donc du coup, on va pouvoir quand même soumettre ces zonings à des tests utilisateurs, les mêmes qu'on a interrogés en phase d'audit. On va leur dire, voyez, par rapport à ce que vous nous avez dit, nous on a pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ces zonings, ils peuvent fonctionner en version, ce qu'on appelle desktop, c'est-à-dire sur ordinateur, mais aussi sur version mobile. Bien sûr. Pour pouvoir tester ces fonctionnalités. Sachant qu'aujourd'hui, c'est le mobile qui est le prépondérant dans la démarche, puisque la navigation se fait essentiellement sur mobile. La notion de responsive design, ça dépend quand même des clients, mais oui, il y a de plus en plus, effectivement, ça on le voit en phase d'audit, on regarde quels sont les périphériques qui sont utilisés. Et alors, selon effectivement l'importance du mobile chez le client, on fera du mobile first, c'est-à-dire qu'on va plutôt commencer par des zones mobiles ou desktop.
Finalement, on dit souvent faites du mobile first, mais c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident, d'accord. Parce que en phase de spécification, il y a énormément d'échanges avec le client, et c'est parfois plus simple quand même de visualiser le fonctionnement du site sur desktop, en ayant quand même la partie mobile à côté pour voir si ça fonctionne aussi bien. Bien sûr. Donc ça, c'est juste des approches qui peuvent être différentes en fonction du type de client. Avec des clients qui sont plus dans l'industrie, le desktop reste encore important. C'est vrai. Et puis pour d'autres, c'est plus de l'institutionnel, que sais-je. Et puis voilà. Nous arrivons à la dernière phase, c'est donc qui va être le suivi du projet. Ouais, alors voilà, mais à un moment, j'ai être long, oui, mais je ne veux pas griller la réalisation du cahier des charges. Ça va être une chose importante. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, donc une fois qu'on a les zonings, alors ça peut aller plus ou moins vite, moi j'ai beaucoup détaillé, mais ça peut être plus simple. Hein. Bien sûr, ça dépend de la taille du site. Exactement. On va donc, à partir du moment où on a les zonings, on va faire le cahier des charges. On fait des cahiers des charges qui sont complets, qui sont très complets. Alors c'est un parti pris, ça peut être compliqué pour les prestataires qui vont avoir à prendre ça en charge lorsqu'ils font une réponse à appel d'offres. Mais l'intérêt, c'est que s'ils s'y penchent bien, ils vont pouvoir faire un chiffrage qui est précis. Et pour nous, c'est important parce que ce qu'on veut surtout éviter dans ces missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est de se retrouver avec un site livré qui ne correspond pas aux attendus du client. Donc là, on s'assure déjà que le prestataire il est bien compris, le périmètre, et voilà, on va pas juste dire on a besoin d'un formulaire de contact, on va dire on veut un formulaire de contact qui fonctionne comme ça. Il est important de dire à ce stade-là que nous, Goodness, nous ne développons pas les sites, et que tu vas donner un échantillon à ton client de prestataire, et qui va lui-même choisir. Nous n'avons pas de, on n'est pas de développement. On ne fait pas de développement par rapport à ça. Et on va essayer de donner un échantillon de personnes dans lequel notre client va pouvoir choisir en fonction de. Nous, on prend la place du chef de projet web que le client n'a pas obligatoirement. On va prendre en charge qu'il n'aura pas le temps de faire, c'est-à-dire gérer ce type de projet. Et puis, on va être attentif à d'autres petites choses dont on pourra peut-être reparler. Et donc voilà, dans ce cahier des charges, on va parler de tout. On va présenter le client. On va dire quelles sont les contraintes techniques qu'on a posées. On va remettre tous les zonings qu'on va décrire. Et puis, on va dire, on a besoin d'une formation. On va dire, voilà, c'est important, quels sont les outils tiers qui vont communiquer avec le site, comment ils vont le faire. Si on a un office du tourisme, on a besoin d'avoir une base d'hébergement. Si on a un site d'annonce immobilière, on va falloir qu'on discute avec notre base de biens, etc. Si on a un site e-commerce, il va bien falloir qu'on puisse mettre dans le panier, payer, échanger avec un éventuel ERP, avec un CRM qui est un outil de plus en plus présent dans tous nos développements. Et puis on va aussi dire, parce que c'est le cahier des charges, lui, il s'adresse au prestataire qui va réaliser le site. On va dire, voilà, on va vous sélectionner sur ces critères-là. Ouais. Voilà, vous allez répondre à un appel d'offres et nous, on va regarder comment vous travaillez, on va regarder vos références, le prix que vous allez nous donner, et puis d'autres choses. Mais ça facilite, je pense que l'agence est contente de recevoir un cahier des charges aussi complet, en règle générale. Oui, quand elles sont bien structurées. on aime bien s'adresser à des agences dites intégrées, c'est-à-dire qui ont au moins un pôle bac technique, un pôle design, et puis un pôle gestion de projet. Mais on peut aussi s'adresser à un pool de développeurs indépendants. Là, le travail d'AMO est un peu pas compliqué, différent, c'est-à-dire qu'on va être aussi chef d'orchestre dans la phase de réalisation. Tout à fait. Et puis voilà, donc on gère effectivement, on peut gérer les phases d'appel d'offres. L'idée c'est soit sur une sélection d'agences, fait en collaboration avec le client, soit sur des plateformes de gestion d'appel d'offres pour les collectivités, les appels d'offres publics. On met à disposition le cahier des charges. Alors déjà, on demande aux agences, ça vous intéresserait? Oui, voici le cahier des charges. On leur demande de s'engager. C'est-à-dire, dites-nous si vraiment vous voulez jusqu'au bout ou pas. Parce que ça peut être compliqué. C'est compliqué pour les agences de répondre à des appels d'offres.
Mais c'est compliqué pour l'AMO aussi d'avoir des agences qui abandonnent prématurément en fait la réponse. Donc on essaie on leur laisse un temps où on va échanger. On va pouvoir poser toutes les questions, l'AMO va tenter d'y répondre du mieux qu'elle peut. Elle peut même me faire évoluer son cahier des charges à cette occasion-là, si les agences ont des préconisations qui sont intéressantes. Et puis les agences vont proposer leurs réponses. Et là, il y a une phase d'étude des dossiers, de contrôle des références et de préconisation auprès du client. Et c'est là où, une fois que c'est signé, on peut éventuellement faire le suivi de réalisation. Une petite coupure dans ce podcast pour vous rappeler que cette vidéo fait l'objet d'un e-book que vous pouvez télécharger. Là, juste en dessous, vous avez les liens sur goodness.fr. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, à liker cette vidéo. Et on se retrouve pour la suite avec Bertrand. À tout de suite. Bertrand, avant de parler de la réalisation du site proprement dit, on va rappeler quand même en amont quels étaient les objectifs pour cadrer cette AMO, cette refonte de site. Ouais. C'est vrai, nous on met en avant alors on en a beaucoup d'objectifs dans l'AMO, il y en a quelques-uns qu'on met en avant et qui nous servent un petit peu de fil conducteur, qui vont peut-être paraître évidents mais qui ne le sont pas tant que ça. Déjà, il va y avoir pour nous comme objectif d'avoir un respect du planning. Ça peut sembler un peu évident, mais en fait non, ça va être une des choses les plus difficiles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'a vu, il y a pas mal de métiers qui rentrent en ligne de compte et pas mal de phases successives. Et gérer un projet de création de site web, c'est toujours un peu effectivement au niveau des deadlines, du planning. Il faut être bien vigilant, bien présent, savoir comment relancer les personnes, savoir parce qu'en fait il va être jalonné ce projet de réunion importante. Oui. Et il faut gérer les disponibilités, il faut être attentif à pouvoir relancer les personnes au bon moment. Donc la gestion du planning est important, le respect du budget. Oui. Je ne vais pas dire, mais c'est important. Le respect du budget. Alors, on est sur des projets informatiques. Néanmoins, on est très peu sur des projets dits agiles. On est vraiment en règle générale, avec des services marketing qui ont des budgets finis, donc on est au forfait. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous on fait des cahiers de charges assez précis pour s'assurer que l'agence sache tout de suite ce qu'elle a à réaliser et qu'elle puisse définir un budget un peu précis. Donc voilà, on injecte un peu d'agilité quand on peut dans nos projets en faisant par exemple des échanges de fonctionnalités en cours de développement. Mais voilà, tout en restant dans une enveloppe définie. C'est très important parce que souvent dans la construction de sites, on rencontre des problématiques de dire on n'avait pas pensé à ça, donc ça se rajoute telle fonction. On le sait quand même effectivement. Donc là, comme tout est en théorie préparé à l'avance, il n'y a pas de mauvaise surprise budgétaire, dire on avait oublié de développer tel outil. Voilà, on est dans un cadre de budget défini. Et puis alors une autre chose qui va nous occuper tout au long de ces projets d'AMO, c'est de faire en sorte que, et ça rejoint un peu le reste, faire en sorte que à partir du moment où on a spécifié ce qu'on voulait, à partir du moment où le client sait ce qu'il veut et qu'on a réussi à le décrire de manière assez précise, on va tout faire pour que le site qui sera livré corresponde effectivement à ce périmètre fonctionnel. C'est tout pareil, ça semble évident, mais ça l'est pas tant que ça. Il ne faut pas qu'on ait une mauvaise surprise. Il ne faut pas qu'on ait un effet tunnel où le site va être réalisé, il va être livré, puis on va se dire ah non, mais en fait c'était pas ça que je voulais. Il faut vraiment ça peut arriver. Donc on est paré, équipé pour éviter ce genre de désagréments. Donc voilà, on a par exemple le passage du cahier des charges, on va le transformer en début de réalisation, en spécification fonctionnelle, on va tous se mettre d'accord sur ce périmètre, on va valider les maquettes, etc. Ouais, peut-être en parler maintenant dessus, puisque là maintenant on est prêt, on a notre cahier des charges, on a notre agence de communication, on a bien étudié notre marché, bien étudié toutes les fonctionnalités, et voilà. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire. Alors comment ça se passe à ce moment-là ? Il n'y a plus qu'à.
tout commence par une bonne grosse réunion de lancement de projet où on réunit les différents acteurs et on va passer en revue le fameux cahier des charges. Pour déjà que l'agence puisse dire alors à partir du moment où elle a fait un chiffrage, qu'elle a rendu effectivement sa réponse, qu'elle est à peu près d'accord sur le périmètre. Néanmoins, on a besoin de son expertise, que ça soit sur lui, que ça soit sur la technique, etc. Donc voilà, on va le discuter ce cahier des charges et on va annoter tous les ajustements, modifications qui sont demandés par l'agence. Et on va rentrer dans une phase de réalisation de ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles détaillées. C'est la reprise de ce cahier des charges. On va retirer tout ce qui a trait à l'appel d'offres, on n'en a plus besoin. Ça va vraiment être un document qui va décrire précisément ce qu'on veut. Et on va le travailler jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord. C'est presque un document contractuel en fait. À partir du moment où on s'est mis d'accord sur ce document-là, c'est ça qui va être réalisé. C'est important parce que au moment des premiers livrables, on va se baser sur ce document-là pour faire ce qu'on appelle un cahier de recettes, qui est une scénarisation des tests, et on va se baser sur ce document-là. Donc voilà, tous les points devront être contrôlés et effectivement réalisés. Et toi, ton job, c'est de bien contrôler tout ça, bien vérifier tout ça. Ouais, on va effectivement bien cadrer ce qu'on appelle si tu me permets cette métaphore, tu es un peu l'arbitre de cette partie qui se joue là. Ouais, chef d'orchestre, projet. Chef d'orchestre, c'est mieux, oui. Ah ouais, alors parce que, bon, nous aussi, un de nos gros objectifs, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais c'est de mettre en place et d'entretenir une vraie relation de collaboration entre le client et l'agence. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit un travail qui soit sur la durée, une collaboration qui soit sur la durée. C'est vraiment primordial. Donc il faut qu'on instaure une confiance. D'ailleurs, ça peut surprendre un peu les clients. Des fois, on prend tout autant le parti de l'agence que de notre client. Il faut dire, mais non, là, sur cette fonctionnalité-là, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est eux qu'il faut suivre, parce que c'est eux qui ont raison en l'occurrence. Et l'autre importance de ces spécifications fonctionnelles détaillées, c'est que c'est aussi elles qui vont diriger le travail de maquettage qui arrive juste après, qui est un gros morceau, généralement, d'un projet web, d'un projet de création de site web. Parce qu'on va traduire tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant en visuel, en maquette. Donc là, il y a vraiment, c'est la partie créa qui arrive. On a défini des templates principaux, c'est ces templates-là qu'on va maqueter. Donc voilà, on va en faire une réalisation graphique. C'est pas encore le montage, pas encore le site, mais ça ressemble trait pour trait à ce qu'on va pouvoir commencer à se projeter. Le site, c'est-à-dire qu'on a les fonctionnalités, mais maintenant il y a votre identité et toute votre créa, toute votre charte graphique qui va venir s'adapter sur ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une phase qui doit être très bien cadrée. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les gens soient là au bon moment pour que cette validation elle ne traîne pas et qu'il n'y ait pas trop d'itération. Oui. Parce que sur le graphisme, souvent tout le monde a un avis, pense avoir le bon avis et il faut un petit peu parfois trancher. Si les gens ne sont pas là au bon moment pour donner leur avis, ça peut créer des tensions en fait, entre les différents acteurs qui travaillent et puis qui pensent arriver effectivement au bon livrable, et puis là il y a une personne, une dirigeante qui ne s'était pas investie, qui arrive et qui dit bah non, ça ne va pas, et donc on repart, etc. Donc déjà ça peut traîner en longueur, et puis ça peut dépasser le forfait en fait que l'agence avait prévu de réaliser. Donc si c'est bien cadré, pas de panique, hein, ça se passe bien, mais c'est assez intense. L'AMO, ce qu'on veut, c'est décharger le client d'une grosse partie du travail qu'il n'aurait pas pu faire. Là, néanmoins, il y a des moments où on va vraiment le mettre au cœur du travail, et là, donc on va faire des comités de pilotage réguliers, semaine par semaine, du travail, des rendus, des corrections, etc. Généralement, on commence par travailler sur la page d'accueil. Ça permet de poser le cadre et puis de traiter de choses vraiment importantes.
Et après, on va décliner sur les différents templates. Si c'est un e-commerce, on va vite aller vers le catalogue. Si c'est l'institutionnel, il peut y avoir la page de contact qui va être intéressante, les pages clés du site, voilà, où il peut y avoir de la transformation, ce qu'on appelle landing page, nous, dans le marketing digital, donc page d'atterrissage, va être maquettée et voilà, va être mise en avant. C'est important ce point-là, parce que souvent, dans la création de sites, on nous propose très très vite du graphisme, et derrière on colle de la fonctionnalité, et on voit que quand on fait un vrai travail de chef de projet, on voit que ça arrive vraiment pas à la fin, mais absolument pas au début. Il faut l'objectif toujours, ça va être de donner la possibilité à l'utilisateur d'arriver le plus rapidement et de manière la plus fluide à l'information qu'elle recherche. Donc nous, on a une approche qui est une approche qualité web, qui n'est pas incompatible du tout avec un design moderne, dans les règles de l'art ou quoi que ce soit. Mais c'est un outil qui va vous permettre de transformer, qui va vous permettre de prendre des contacts si vous voulez prendre des contacts, de vendre si vous voulez vendre. Et donc on est sur de la fonctionnalité. Et après, effectivement, il faut que ça soit une fonctionnalité, ça soit votre identité. Bien sûr. Il faut qu'on comprenne tout de suite qui vous êtes, ce que vous représentez, quels sont comment vous vous différenciez. Mais voilà, l'idée, c'est un outil, vos utilisateurs, ils doivent vous trouver facilement, ils doivent comprendre qui vous êtes, ils doivent accéder à l'information, ils doivent être sécurisés, ça doit être rapide, l'information, elle doit être fraîche, elle doit être bien traduite, et vous devez avoir un service après-vente derrière qui soit efficace, c'est ça. Donc là, nous avons nos maquettes, on commence un peu à arriver. Tout le monde est d'accord. Et donc, quelle est la suite alors, ça va dépendre de la manière dont on est organisé. Si on est avec une agence dite intégrée dont on parlait, on va prendre un peu de recul. On ne va pas s'immiscer non plus dans leur manière de travailler. On va juste contrôler un petit peu le planning. S'il y a des livraisons intermédiaires, on va essayer de gérer ça. Mais on va surtout se retrouver, nous, lors des premières livraisons finales majeures. Pendant ce temps-là, il y a une phase qui est importante pour le client aussi. Pour le client, ça dépend de la manière dont c'est organisé, mais il va falloir qu'il crée les contenus. Oui. Donc, pendant toutes ces phases-là, il a été orienté vers la manière dont il va pouvoir les créer, ce qu'il va devoir créer. Maintenant, il a son arborescence, il sait ce que chaque page doit contenir, il a les mots-clés. On l'a formé à la manière de créer ses contenus, où il va pouvoir déléguer cette création. Il va falloir qu'on trouve les médias, qu'on les réalise, qu'on les regroupe. Donc, on va regrouper tout ça sur une arborescence de fichiers qui ressemble à l'arborescence du site. Et du coup, l'agence va avoir ça à sa disposition pour pouvoir les intégrer. Nous, généralement, ce qu'on préconise, c'est que l'agence intègre totalement la première itération du site. Intégrer, c'est-à-dire construire les pages, en fait. Parce que, comme ça, on est sûr que ça sera très respectueux de la maquette et que ça sera bien fait. Le client sera formé en fin de réalisation à l'utilisation de son site et il pourra après par la suite effectivement créer des nouvelles pages, mais dans un premier temps on préconise que ce soit l'agence qui crée la totalité du site. Et donc voilà, donc création du contenu, création du site, pour nous de notre côté réalisation de ce scénario, de ce cahier de recettes. On va mettre à disposition, soit le développeur, soit l'AMO qui met à disposition une plateforme de test, de recettes, qui est des outils de gestion de tickets en fait. Le prestataire, l'agence livre le site. Il aura bien sûr fait ses propres tests auparavant, c'est important, pas qu'il nous livre un site tout cassé avec un refus de livraison au bout de 2 jours. Donc le site est bien finalisé. Et nous, on va passer avec le client dessus, si je puis m'exprimer ainsi, avec notre cahier de recettes, et on va vraiment tester tous les fonctionnalités du site en détail. Chaque fois qu'on va découvrir une anomalie, on va créer un ticket, l'agence la prendra en charge, va le corriger ou discutera de la pertinence de ce ticket.
Et lorsque ça sera corrigé, nous, on sera prévenus, on reteste jusqu'à ce que ça soit clôturé. On a, les tickets sont classés par un nombre d'importance, de criticité. Et certains tickets devront obligatoirement être corrigés pour que le site puisse sortir. Bien sûr. Et en fait, à la fin de cette période de recette, on signe ce qu'on appelle un procès verbal de recette, où là, le client dit, bon ben, ok, on est correct par rapport à ce qu'on avait défini. Le site est pleinement fonctionnel, on peut le mettre en ligne. Et ça nous assure effectivement que le site il va basculer en production, il soit full opérationnel. Dans le cas d'un site e-commerce, on sait qu'il fonctionne de A à Z, on n'aura pas de surprise. On a une phase de contrôle de mise en ligne aussi qui est importante, où on a des derniers tests à faire. Est-ce que le HTX c'est bon? Est-ce que notre site il est bien pris en charge par notre Google Analytics? Est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce qu'on n'a plus de compte de test? Il y a une grosse checklist à passer en revue. Et bien on bascule à ce moment-là dans une phase qui est une phase de garantie, où pendant un certain nombre de mois, si on n'a pas découvert les anomalies au préalable, mais qu'elles sont avérées en phase de production, elles seront corrigées, prises en charge par l'agence. Suite à ça, on passe dans la phase de support, donc avec un contrat de maintenance, qui est une chose aussi où on va être très attentif à ce qu'il y ait un bon contrat de maintenance qui soit mis en place entre le client et l'agence. Et nous avons donc un site web là, à ce moment-là qui va faire sa vie. Qui va faire sa vie, qui ressemble à ce qu'on souhaitait, qui tient la route et qui va durer. Parce que normalement, c'est aussi un des objectifs. Oui. Voilà. Pas faire peur aux agences, mais nous, ce qu'on veut, c'est un site qui dure vraiment, qui soit inscrit dans la durée. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des agences qui proposent, on essaie de travailler avec des agences qui proposent des contrats de maintenance, qui soient plus que des contrats de maintenance, mais qui soient vraiment un accompagnement sur la durée. D'autant plus que on est attentif de plus en plus, depuis toujours sur l'accessibilité des sites, mais aussi maintenant sur l'éco-conception. Et l'éco-conception, elle veut qu'un site ne soit pas refait tous les ans. Donc on est sur des sites qui vont pouvoir évoluer, sur lesquels on va pouvoir rajouter des fonctionnalités, qui va même pouvoir graphiquement être rajeuni régulièrement, mais avec une base qui va être la même, sur une technologie qui est avérée, on va pouvoir faire mieux. Bertrand, on a vu dans cette vidéo que la phase graphique arrivait assez tard dans le projet, contrairement à ce qu'on peut voir très souvent par ailleurs. À ton avis, c'est dû à quoi? Parce que très souvent, on a envie effectivement d'avoir une visualisation le plus tôt possible de ce que va être le futur site. Mais en fait, c'est un piège qu'il faut effectivement éviter à tout prix. C'est qu'avant, il y a une phase de réflexion sur un ensemble de choses comme qui sont les visiteurs, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, quelle est votre identité de marque réelle et la manière dont vous allez pouvoir l'adapter au web. Il va y avoir l'importance de lister toutes les fonctionnalités que vous voulez sur votre site. D'autant plus si par exemple vous êtes un site e-commerce. La manière dont va être agencée votre arborescence, la navigation, toutes ces choses-là doivent être pensées avant effectivement de les traduire graphiquement, d'apposer votre identité, votre marque sur des fonctionnalités et pas le contraire. C'est plus important de savoir comment votre site va fonctionner que quel va être son rendu graphique au final, même si c'est quelque chose qui est important, bien sûr, qui est primordial. Mais voilà, vous inquiétez pas, vous arriverez à faire quelque chose qui soit séduisant, moderne, qui soit raccord avec l'état de l'art, mais après avoir dit comment vous voulez que ça fonctionne. C'est un point hyper important, je crois. Très bien, super. Là, je crois que là, on a fait à peu près le tour, un vaste tour de ce qu'est une AMO. Si vous avez à refaire votre site ou à créer votre site, vous avez pu voir comment se faisait ce processus, comment on pouvait créer ce processus pour arriver à un cahier des charges qui arrive toujours un petit peu trop tôt
dans la création d'un site web et voir un petit peu comment, de façon très professionnelle et rigoureuse, on pouvait faire évoluer son site ou le créer. Bertrand, est-ce qu'il y a quelques points que tu voulais préciser? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées dans ce parcours? Rajouter beaucoup, j'imagine. Non, là, j'en ai un peu évoqué. Nous, on a une approche donc, qui est orientée qualité web. C'est donc une démarche assez précise. Hein. En fait, on emprunte au monde de la qualité de la certification à une certaine méthode. On se base notamment sur un référentiel qui est le référentiel Opcast, qui est un référentiel de qualité qui a été créé par Elie Swain il y a déjà quelques années. Et qui propose d'avoir un niveau de qualité acceptable sur l'ensemble des métiers du web, c'est-à-dire en partant du référencement, comment trouver votre site, du design, de l'UX, sa construction, sa navigation, sa technicité, donc la sécurité, sa performance, son contenu, comment va être organisé le contenu, comment on va trouver comment vont être construites réaliser les traductions, si on est sur des sites interactifs dans lesquels il va y avoir, je sais pas, un type forum, ce genre de choses, comment ça va fonctionner, la modération. Forum, ça fait un peu 90, mais en même temps, l'âge qu'on a, donc les réseaux sociaux. Voilà, et puis voilà, là, je parlais aussi du service après-vente qui est très important, notamment pour l'e-commerce. Donc tout ça, c'est des métiers différents, mais on va avoir un niveau de qualité acceptable. Quand je dis acceptable, sur l'ensemble de ces métiers. Après, si on veut aller plus loin, pas de souci. Si on veut faire plus d'accessibilité, on reviendra sur des référentiels plus pointus. Mais voilà, nous, il va nous permettre de faire ça. On peut dire que c'est une forme de certification Non, c'est pas une certification. Là, c'est vraiment. Donc là, c'est la théorie, mais en fait, c'est très pratico-pratique. Derrière, il y a 240 règles qu'il va falloir suivre. C'est plus dans un. Justement, c'est plus. C'est un référentiel. Après, on peut aller vers des certifications si on veut. Si on veut voir effectivement être certifié sur l'accessibilité, on peut. D'accord. Donc on a ça qui est important, donc cette orientation de qualité web qui est complétée après aussi chez nous par un certain nombre d'autres certifications. On a déjà Calliope qui va nous permettre, parce qu'on l'a vu en phase d'audit, on va pouvoir faire des formations pour préparer à la création de contenu ou à la réflexion sur les personas, sur l'ADN, tout ça. Donc on peut faire ça sur le CRM, sur le SEO, la création de contenu. Sur le SEO. On a nos certifications Google Partner qui vont nous permettre effectivement d'être bien présent sur la partie référencement. On a aussi une certification qui est importante, qui est une certification DPO, donc pour pouvoir prendre en charge, préconiser tout ce qu'il faut pour le respect du règlement général de protection des données. Tout à fait. Donc ça, c'est primordial aussi, de l'e-privacy, donc la mise en place des bandeaux de gestion des cookies, tout ce qui est RGPD. Le recueil du consentement de l'utilisateur, l'identification des interlocuteurs chez le client pour prendre en charge les demandes liées au RGPD. J'en oublie de nos certifications. De toute manière, on pourra retrouver toutes ces certifications dans l'e-book que vous avez réalisé sur le site de goodness.fr. Voilà. Bon, après, on a des certifications, mais qui sont plus liées aux outils comme HubSpot, qui nous permet effectivement, souvent dans ces projets d'AMO, il y a le CRM qui est présent. Nous, on peut travailler avec tous les CRM, mais on connaît mieux HubSpot, donc on peut intervenir de manière plus précise là-dessus. Je pense que c'est un peu les principales. Ok, c'est super, très bien. Eh bien, écoutez, chers amis, c'est peut-être on va arrêter là notre ce premier podcast. Merci Bertrand. Merci à toi. D'avoir participé et d'avoir été nous faire ce contenu aussi riche sur la refonte de site ou la création de site. J'espère que vous y verrez plus clair et que vous allez pouvoir vous-même avancer dans vos créations ou vos idées de refonte de site web. Alors je vous rappelle que
le travail de Bertrand, vous pouvez le retrouver dans un e-book que vous pouvez télécharger en dessous de cette vidéo. Voilà, vous avez tous les liens, même sur HubSpot ou sur les certifications, sur google.fr, vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de refaire une refonte de site ou une création de site. On gérera votre projet avec plaisir. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour un autre podcast. Et à très vite. Merci, à bientôt. Au revoir.